Je vous présente aujourd'hui notre 422e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors Bruxelles lance une enquête préliminaire sur la situation de l'état de droit en Pologne. Si elle le juge, la commission donnera ou non un avertissement au gouvernement concerné. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Je constate que les pays derrière le rideau de fer, les anciens pays qui ont vécu sous la dictature soviétique communiste, ont plus de sentiment national et plus de virilité, dirais-je, dans leur réaction que les pays de l'Ouest. Et la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie regimbent devant les attitudes autoritaires de l'Europe de Bruxelles. J'approuve cette attitude puisque, vous le savez, je suis un adversaire résolu de la forme qu'a prise l'Union à vocation fédérale, alors que je pense que les nations européennes doivent conserver leur substrat national, parce que c'est ce qui fait la force de l'ensemble. C'est la force de chacun des constituants. Dissoudre les nations dans une Europe fédérale serait l'affaiblir. D'ailleurs, au fur et à mesure qu'on a tenté et qu'on a avancé dans cette direction, l'Europe s'est affaiblie, incapable de se donner des frontières extérieures, de les faire respecter, n'ayant pas de force militaire à mettre à cette disposition. Par conséquent, c'est un échec évident, mais qu'il va falloir un certain temps pour faire admettre. Alors, des milliers d'entrepreneurs grecs, depuis des mois, délocalisent leurs entreprises en Bulgarie en raison des charges qui sont les 2/3 de moins élevées. Les comprenez-vous? Écoutez, la situation en Grèce est dramatique. Et la pression qui s'exerce de la part de l'Europe, mais à travers le gouvernement de Tsipras, qui exécute en quelque sorte les consignes de l'Union européenne, la pression fiscale est intolérable. Alors les chefs d'entreprise qui ont le choix entre la disparition de leur entreprise écrasée sous le fardeau fiscal et la survie dans un pays proche, dans un pays frontalier, eh bien choisissent la solution de la survie. Nécessité fait loi et je ne saurais les condamner. Alors, le Figaro de ce jeudi consacrait une double page au bilan chaotique des divers printemps arabes provoqués insidieusement par les Américains via leurs alliés occidentaux. Vous revenez d'ailleurs régulièrement sur cette évolution géopolitique qui permet donc à nos concitoyens de comprendre ce qui se passe au quotidien. Écoutez, les faits nous ont donné raison. Il n'était pas besoin d'être Pic de la Mirandole ou Madame Soleil pour prévoir les conséquences de la politique qui avait été initiée en sous-main par les Américains et à laquelle avait collé d'ailleurs avec servilité le gouvernement de M. Sarkozy et le gouvernement britannique, en particulier exécutant en Libye des opérations de démocratisation consistant à liquider les pouvoirs autoritaires qui étaient établis aussi bien en Tunisie qu'en Égypte qu'en Libye. Et les conséquences, c'est bien prévisible, c'est le chaos, l'anarchie et l'emprise de Daesh, qui profite évidemment de cette dissolution de l'autorité pour pousser ses avantages. Je me perds en conjecture, enfin relativement, sur les buts de la politique américaine. J'arrive à la conviction que les États-Unis ont cru de leur intérêt, qui n'est pas le nôtre, pour contrer la Russie, de poursuivre leur politique d'encerclement en s'appuyant en particulier sur les pays arabes. Et en tentant, ça c'est le côté messianique et utopiste des Américains, d'imposer des formes démocratiques à des pays qui ne l'acceptent pas, parce que ça n'est pas conforme à leur génie, ça n'est pas conforme à leur tradition, et il faut choisir dans ces pays, généralement, c'est comme ça, entre l'anarchie et le chaos et la dictature, ou en tous les cas des formes très autoritaires de gouvernement. D'ailleurs, on fait comme si, puisque on traite bien avec le maréchal Sissi, qui mène l'Égypte
d'une poigne de fer. Bon, on espère l'évolution favorable de la Tunisie de M. Essebsi, mais on sait qu'elle est fragile et probablement ne tiendra pas la distance. Alors le débat parlementaire était très animé ce mercredi quant à la prolongation ou non de l'état d'urgence à l'Assemblée nationale, bien entendu. Vous semble-t-il élémentaire de le conserver ou bien vous proposeriez-vous d'autres alternatives certainement moins coûteuses? Je crois que le gouvernement a été au plus pressé. Il y a eu deux attentats dans l'année, 2 attentats criminels considérables qui ont frappé l'opinion, et je pense que l'état d'urgence avait pour objectif plus encore de rassurer l'opinion que de contrer efficacement les réseaux terroristes. On ne peut pas reprocher au gouvernement de se doter des moyens policiers, judiciaires nécessaires à endiguer la menace. Néanmoins, comme je le dis d'ailleurs sur mon blog, je suis un adversaire résolu de la modification de la Constitution. Je considère que c'est un miroir aux alouettes, que c'est uniquement fait par M. Hollande pour servir sa publicité et sa communication, et que les résultats seront absolument nuls, en tous les cas insignifiants. Il faut prendre d'autres mesures que celles-là, et qui, elles, sont préventives. C'est supprimer la double nationalité, supprimer le droit du sol et remettre un peu d'ordre dans notre politique d'immigration. Bien, alors un adolescent kurde de 15 ans, mis en examen et écroué, après avoir attaqué au hachoir un enseignant d'une école juive de Marseille. Alors ça a eu pour conséquence un tollé général dans la classe politique. 2 députés d'ailleurs portaient le petit chapeau juif ce mercredi à l'Assemblée en protestation et en soutien donc à cet enseignant. Quid de la laïcité dans un hémicycle de la République? Oui, moi ça ne me choque pas beaucoup. J'ai vu dans l'hémicycle des prêtres catholiques en soutane. Par conséquent, ça ne me paraît pas extravagant que des gens mettent leur insigne religieux dont ils sont des communautés dont ils sont les représentants dans l'Assemblée politique française. C'est insignifiant cela. Ce qui est étonnant, et je dois dire que cet enseignant a eu de la chance, parce qu'attaqué à la machette, pas au hachoir, mais à la machette, oui. Il aurait pu être grièvement blessé, voire tué. Le jeune âge de l'auteur a peut-être joué en sa faveur, et il s'est protégé, je crois, avec son livre. N'est-ce pas? Ce qui prouve que les livres sacrés ont quelquefois une utilité très efficace, il faut dire la vérité. Mais il est évident que ça correspond au mot d'ordre général lancé par Daesh: chaque fois que vous le pouvez, essayez de tuer des mécréants. Alors Émeric Choprade, poursuivi par le parquet de Paris pour provocation à la haine des musulmans dans son blog, pourrait bien perdre son immunité parlementaire. Qu'en pensez-vous? Or, qu'il perdra son immunité parlementaire, ça j'en suis à peu près convaincu, compte tenu de l'attitude du Parlement européen sur ces sujets. Chaque fois qu'on leur a demandé la levée de notre immunité parlementaire, ils l'ont accordé, si j'ose dire, d'un seul cœur. Non, ce n'est pas le problème, c'est le jugement qui interviendra ensuite. Mais il est vrai que l'espace de liberté politique dans notre pays tend en permanence à se réduire à la suite de l'application des lois mémorielles, dont d'ailleurs le Conseil constitutionnel, présidé par M. Debré, vient de reconnaître la spécificité, n'est-ce pas? La mémoire des événements de la Deuxième Guerre mondiale n'a pas la même qualité que les autres génocides qui, eux, peuvent être évoqués librement, mais se touchant à la Deuxième Guerre mondiale sont sévèrement réprimés, et le Conseil constitutionnel a reconnu la validité de cette violation évidente de la liberté de penser et de s'exprimer. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes fait toujours l'objet d'un bras de fer houleux entre, d'un côté, l'entreprise Vinci et de l'autre, les paysans menacés d'expropriation.
La justice tranchera très prochainement, là, dans les prochaines semaines. La construction, selon vous, d'un aéroport à cet endroit précis est-elle réellement indispensable? Écoutez, c'est ce qui a été décidé par les différentes autorités après une série d'expertises qui, me semblent, ont été déterminantes. S'il y a besoin d'un grand aéroport, ben, il faut le faire, et on le fait toujours au détriment des gens qui s'y trouvent placés avant. Bon, ils sont généralement d'ailleurs rémunérés, enfin, indemnisés. Indemnisés. Et l'intérêt général doit là, exceptionnellement, l'emporter sur l'intérêt privé. Bon, il y a là, je crois aussi, une espèce d'abcès de fixation des gauchistes, des zadistes, avec l'autorité de l'État. Que cet État soit un État socialiste et démagogue rend l'affaire un peu plus piquante, si j'ose dire. Mais il faut appliquer la loi. Il y a un moment donné, une fois épuisé les différents recours, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'affirmer que force doit rester à la loi. Alors dimanche passé, le grand rendez-vous de la place de la République, clôturant la semaine de commémoration de Charlie, était boudé, largement boudé par les Français. Qu'en est-il selon vous? Le peuple ferait-il une indigestion de Charlie? Oui, c'est une indigestion d'ailleurs des commémorations funèbres. Il y a appel au deuil pratiquement tous les 2 jours maintenant, soit parce que telle ou telle vedette de la chanson ou du théâtre ou du cinéma a disparu. Il y a le 20e anniversaire de la mort de M. Mitterrand, le 10e anniversaire de la mort d'un autre. Moi, j'avais proposé, d'ailleurs, dans ce cas-là, pour réduire les transports du Conseil des ministres, que le Conseil des ministres se tienne désormais au cimetière du Père-Lachaise. Ça, on gagnerait du temps. Merci pour ces réponses. Oui. Bien, alors passons, si vous le voulez bien, à vos lectures. Ah. Donc là, vous nous en proposez 2. La première, si vous voulez, c'est un livre très passionnant, je dois dire, de Gérard Le Tailleur, avec une préface de Jean Piat, qui est l'histoire insolite des cafés parisiens. Alors, c'est bourré d'informations, d'anecdotes plus piquantes, d'évocations de toutes les populations qui se sont succédées dans les innombrables cafés de Paris. Mais le phénomène du café et lui-même du bistrot, du débit de boisson, est un phénomène social que je considère fondamental dans la société. Parce que ça tenait généralement, et ça tient toujours, à la médiocrité des logements et à la difficulté que l'on a de faire venir des personnes étrangères à la famille dans un lieu familial où il y a des enfants, etc., du bruit, et quand il y a de la place, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce lieu de rencontre commun qu'est le café, et c'est un phénomène qui n'est pas seulement parisien, qui est général, c'est ce qui a permis, me semble-t-il, à la vie sociale de se créer et de se développer. Puisque, certes, me direz-vous, il y a les lieux de culte, il y a l'église, mais en général, à l'église, on se tait, on chante, on ne discute pas. Alors qu'au bistrot, ma foi, on discute un petit peu allumé par quelques verres de cidre, de cervoise, de bière ou d'autres choses, n'est-ce pas? On est un peu libéré, désinhibé en quelque sorte, et il y a des échanges, quelquefois d'ailleurs, qui vont jusqu'au coup, jusqu'à la violence, mais tout de même, c'est cette discussion permanente, constante, générale, qui crée un état d'esprit national, je crois, et des courants d'opinion. Il me semble que le café a joué un rôle, le café dans le sens du bistrot, si vous voulez, oui, hein, a joué un rôle éminent dans la construction de la société française. Alors ça, c'est en effet Gérard Le Tailleur, c'est chez Perrin. Vous vous amuserez beaucoup à le lire et vous apprendrez beaucoup de choses
sur la vie littéraire, artistique de notre pays. Et puis, je ne l'ai pas encore entièrement lu. D'ailleurs, l'auteur, notre ami Laurent Ozon, qui a écrit un livre qui s'appelle « France, les années décisives » aux éditions Bios, conseille de le lire lentement. Il considère qu'on lit trop vite. Et en effet, son livre est extrêmement dense. C'est une réflexion sur la situation de la France, intelligente et perspicace et sévère dans ses analyses et dans ses recommandations. Alors, je ne l'ai pas encore fini, mais je vous conseille déjà, parce que j'en ai quand même lu un certain nombre de pages, et il est passionnant, je vous conseille de le lire, le livre de Laurent Ozon. Laurent est un de ces Français quadragénaires qui ne se résignent pas à la décadence française et qui souhaitent apporter leur pierre au sursaut national nécessaire. Je vous remercie infiniment, cher Président. Nous nous retrouvons alors la semaine prochaine. Volontiers, avec grand plaisir.